Je suis née avec le syndrome d'Ehlers-Danlos et même si j'ai eu des signes dès mon plus jeune âge, on m'a considérée comme une enfant normale. En fait, jusqu'à mon adolescence, je vous aurais dit que j'étais en santé. Pourtant, en y regardant de plus près, enfant, j'attrapais tout ce qui passait. Otite, rhume, bronchite, varicelle, alouette. L'année de mes 13 ans, j'ai eu plus d'absence que de présence à l'école. Et ça n'a pas changé. Quand j'attrape une infection, ça me prend plus de temps que la normale à m'en remettre et souvent, j'ai besoin d'une double dose d'antibiotiques pour m'en débarrasser. J'ai commencé à être myope vers l'âge de 10 ans et vers l'âge de 15 ans, l'astigmatisme s'est ajouté. Les deux ont augmenté en sévérité chaque année sans exception jusqu'à ce que j'atteigne 30 ans. Ça s'est ensuite assez stabilisé pour que je puisse avoir une chirurgie au laser. C'est à l'adolescence que j'ai aussi eu un dédoublement de la vue. Chaque ligne, chaque détail était dédoublé. Aucun test ou aucun spécialiste n'ont jamais trouvé l'explication et on m'a juste dit d'apprendre à vivre avec ça. Vers l'âge de 10 ans, je me suis disloqué une épaule dans une collision de glissade sur neige. Elle s'est replacée d'elle-même, mais la ronde des rayons X ne faisait que commencer. Par la suite, ça a été les doigts. Chaque année en éducation physique au cours de volleyball, je me foulais au moins un doigt. Je détestais les cours d'éducation physique. J'étais maladroite et victime d'intimidation. Je n'avais aucune force musculaire. J'ai jamais été capable de faire la chandelle, mes bras se repliaient d'eux-mêmes et je me frappais la tête sur le sol. Par contre, en danse, c'était un tout autre monde et ma flexibilité m'aidait un peu. Pourtant, je n'ai jamais eu la flexibilité des contorsionnistes de cirque et sauf quelques trucs, je n'impressionnais pas mes amis avec ça. Avec les années, je me suis aperçue que c'était surtout de la rotation et de l'hyperextension plutôt que de la flexion. Par exemple, je pouvais me donner une poignée de main dans le dos, mais plus maintenant, ou tourner mes pieds à 180 degrés sans bouger mes hanches. Mais je n'ai jamais pu me mettre les pieds dans le cou, il n'allait pas plus loin que mes oreilles, et je me suis vite aperçue que si j'arrivais à faire certains trucs, je me blessais habituellement en les faisant, donc j'ai vite arrêté. À la même époque, je me suis fendu un genou. Le médecin m'avait promis que ça ferait une toute petite cicatrice qu'on ne verrait plus à l'âge adulte, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit, ça a grossi avec le temps. C'est ce qui arrive avec toutes mes cicatrices. En fait, ma peau se blesse facilement et guérit très mal. Même une petite griffure de chat peut prendre des semaines à guérir. J'ai plus de vergetures que ma meilleure amie qui a accouché de jumeaux, et j'en ai depuis que je suis adolescente. Je n'ai pourtant pas une peau si élastique que ça, comparée à d'autres personnes qui ont le SEB. Je fais aussi facilement des bleus, et la plupart du temps, je ne peux pas dire d'où ils viennent. Mais ce n'est pas surprenant parce que je me cogne à peu près partout. Les cadres de porte ne sont pas mes amis. C'est vers l'adolescence que j'ai cessé de me décrire comme normale ou en santé. J'avais le surnom de revenante ou de frime de chat parce que j'étais souvent malade et j'ai passé mon secondaire 5 en béquille ou avec une canne. Ma peau très pâle n'était pas étrangère à mon surnom. Je me souviens de la grand-mère d'une de mes amies qui était convaincue que j'étais très malade à cause de mon teint bleuté et de mes veines si apparentes. Il semble qu'elle n'avait pas tort. Malgré tout ça, au cégep et à l'université, j'étais une étudiante qui réussissait très bien. J'étais très impliquée au parascolaire, j'avais un emploi à temps partiel et en fait, j'arrêtais pas une seconde. Quand j'étais au cégep, je me suis fait une entorse à la cheville droite et j'ai déchiré partiellement 3 ligaments. C'est la physiothérapeute qui me traitait qui m'a annoncé que j'avais de l'hyperlaxité ligamentaire et ce que c'était. J'ai eu des douleurs aux genoux pas mal toute ma vie. On m'a longtemps dit que c'était des douleurs de croissance. À la fin de l'adolescence, j'ai eu besoin d'utiliser des orthèses et ma canne. Mes douleurs étaient de plus en plus intenses, se répandaient ailleurs dans mon corps. On ne pouvait plus l'expliquer par la croissance ni par mes blessures. Les médecins ont commencé à me dire que c'était impossible que j'ai mal. Vers l'âge de 20 ans, un rhumatologue m'a annoncé que je souffrais d'arthrose, que c'était causé par l'hyperlaxité qui créait de l'usure dans mes articulations et que ça expliquait mes douleurs. Pour faire un tableau complet, à ce jour, j'ai un total de 7 ligaments partiellement déchirés de confirmés, tous du côté droit, dans mon épaule, mon poignet, mon genou, ma cheville. J'ai sûrement d'autres ligaments de partiellement déchirés, mais on ne se donne plus la peine de faire des tests pour vérifier parce que ça ne sert à rien. Depuis mon enfance, je me suis disloqué les 2 épaules et le petit doigt gauche et je me suis foulé tous les doigts, incluant les pouces, les 2 poignets et les 2 chevilles à plusieurs reprises. Je me suis aussi fait 2 entorses lombaires. Je me fais des subluxations fréquentes aux épaules, aux hanches, aux chevilles, à quelques côtes et aux doigts. J'ai aussi régulièrement des hyperextensions aux genoux et aux doigts, dans le sens de blessures et pas juste de mes hyperextensions normales. Quand je me lève le matin ou après une longue période sans bouger, j'ai de la difficulté à marcher. C'est comme si tous les os étaient soudés ensemble et ça craque de partout.
J'ai commencé à faire du reflux gastro-œsophagien à l'adolescence, sûrement empiré avec tous les anti-inflammatoires que j'ai dû prendre au cours des années. Maintenant, je dois prendre du pantoprazole quotidiennement et j'ai parfois des symptômes sévères comme vomir après manger, surtout si je prends des antibiotiques et je ne peux plus prendre d'anti-inflammatoires. Les migraines que j'avais commencé à avoir à l'âge de 11 ans ont empiré au début de la vingtaine et j'ai eu besoin de prendre de la médication pour passer au travers de mes cours ou de ma journée de travail. J'ai aussi dû commencer à prendre du prophylactique. Mais c'est à l'âge de 24 ans que mon monde s'est écroulé. Suite à un gros virus, j'ai pas réussi à remonter la pente. En fait, mon état s'est détérioré. Épuisement total, étourdissement, mes douleurs étaient pires que jamais, j'avais une nouvelle migraine que j'étais incapable de casser et je m'évanouissais à rien. Si je passais un certain temps debout, comme après ma douche, mes mains et mes jambes devenaient bleu mauve et enflées. Les erreurs de diagnostic ont succédé aux hypothèses, de la mononucléose à l'épuisement professionnel, en passant par l'hyperthyroïdie, la narcolepsie et le syndrome de fatigue chronique. Mais en général, on me laissait entendre que c'était dans ma tête ou de la déshabituation et que si je retournais travailler progressivement, tout reviendrait à la normale. Une bonne dose de mépris et de paternalisme, mais aucune dose de compréhension. Plus j'essayais d'en faire, d'agir comme si de rien n'était, plus je m'affaiblissais. J'ai perdu mon emploi, mon appartement, mes amis. J'ai dû retourner vivre chez mes parents, en partie parce que c'était devenu dangereux pour moi de vivre seule avec les évanouissements réguliers, mais aussi parce que je ne fonctionnais plus. Alité des jours de fil, je n'arrivais pas à me nourrir, le ménage ne se faisait pas, et ainsi de suite. Mais bien sûr parce qu'il était impossible financièrement de payer un loyer sans travailler. Aujourd'hui, je suis sur l'aide sociale avec contraintes sévères à l'emploi, qu'on appelle maintenant solidarité sociale, parce que mes assurances à l'époque refusaient de me payer sans diagnostic. J'ai aussi fait faillite en raison de tout ça. Ça a pris quelques années avant d'avoir des résultats concrets. J'avais un faible volume sanguin. Mais à l'époque, on n'avait aucune explication et on n'a rien fait pour m'aider non plus, sauf me prescrire une chaise roulante. C'est environ 7 ans après le début de ce que j'appelle la complication de ma maladie que j'ai obtenu le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos. Mais je ne l'ai obtenu que parce que j'en ai moi-même parlé à mon médecin. En fait, je cherchais de l'information dans l'espoir de trouver un traitement à mon hypovolémie et aux symptômes qui y sont associés, et je suis tombée sur de plus en plus d'informations qui disaient que ce que j'avais, c'était de l'intolérance orthostatique et que c'était souvent lié au CED. Et plus je lisais, plus j'ai vu que tout, mais absolument tout ce qui m'affligeait pouvait s'expliquer par le syndrome d'Ehlers-Danlos. Quand j'en ai parlé à mon médecin de famille, elle ne savait pas ce que c'était, mais après s'être informée, elle n'a pas hésité à me référer en génétique et j'ai effectivement obtenu le diagnostic. Quelques mois plus tard, le diagnostic d'hypotension orthostatique s'est ajouté. J'ai alors eu un traitement pour l'hypovolémie et en 3 jours, ma vie a changé. J'ai maintenant rarement besoin de ma chaise roulante ou de ma vignette de stationnement handicapé. Je suis maintenant alitée seulement quelques jours par mois au lieu de plusieurs jours par semaine et je peux même cuisiner quelques jours par semaine. Mes douleurs ont aussi beaucoup diminué et le mal de tête que j'avais 100% du temps est disparu. J'ai recommencé à ne faire des migraines que quelques fois par mois. On croit à tort que les symptômes de l'hypovolémie ne se produisent que lorsque l'on passe de la position couchée à la position debout, mais j'ai pu constater pendant 7 longues années que c'était affreusement pénible même couché et que sans médication, rien de ce que je faisais ou ne faisais pas n'y changeait quoi que ce soit. Maintenant, ma vie est plus vivable, mais c'est encore difficile. Je ne peux toujours pas travailler. Je pourrais peut-être travailler à domicile à temps partiel, mais un des aspects les plus difficiles du CED est que c'est imprévisible et en montagne russe. Je peux avoir quelques bonnes semaines où je semble avoir une vie normale, puis les symptômes reviennent en force où j'attrape une infection et être alitée pendant 2 semaines. Je peux avoir plusieurs bonnes journées, puis être tellement épuisée que je ne peux pas me concentrer sur quoi que ce soit. Je pense que le meilleur exemple que je peux donner de cette imprévisibilité, ce sont les cours de danse auxquels j'ai été inscrite pendant 3 ans. La danse, c'est ma passion. Je n'ai pourtant pas été à plus de 5 cours par session, ni plus de 2 semaines de fil. J'ai été mise au repos suite à des injections dans les genoux, j'ai eu des blessures, j'ai eu une pneumonie, 3 bronchites, plusieurs sinusites, d'autres virus, des crashs de CED, et j'en passe. Le crash de CED, c'est quand on en a trop fait. Ça peut sembler exagéré ou défaitiste de penser comme ça, mais mes réserves d'énergie sont limitées. Si j'ai une sortie de prévue, je dois me ménager et me reposer dans les jours précédents. Ne pas cuisiner, ne pas aller faire l'épicerie, ne pas sortir et prendre ma douche la veille. Et quand j'ai une activité, je sais que je vais payer le prix après. Avec l'adrénaline, beaucoup de volonté, si je suis chanceuse, je vais pouvoir avoir l'air normal et en profiter. Et quelqu'un qui me regarde se demande «
Pourquoi je peux pas travailler? C'est qu'au retour, je paie en double. Sortie d'une journée, 2 jours de repos. Voyage d'une semaine, au moins 2 semaines. Au retour, alité, à peine capable d'aller aux toilettes et besoin d'aide pour prendre ma douche. J'ai dit que maintenant j'avais une vie plus vivable, pas normale. Si dans la même journée, je réussis à faire une brassée de lavage, prendre ma douche, cuisiner un repas et passer quelques heures à l'ordinateur, je suis très fière de moi et très heureuse et j'en ressors complètement épuisée. J'ai un DEC en arts et lettres et un bac en psychologie, mais j'ai maintenant de la difficulté à lire et à écrire. Je le fais quand même et je le fais même beaucoup. J'écris beaucoup sur ma vie avec le CED sur mon blog, mais ça me prend maintenant beaucoup de temps et ça m'épuise énormément. J'ai plus la concentration que j'avais. J'ai plus la concentration que j'avais. J'ai plus la concentration que j'avais. Par conséquent, ma mémoire à court terme est aussi pourrie. J'ai un manque d'humour qui dépasse la normale, mais j'ai la chance d'avoir un grand vocabulaire pour le cacher. On dirait que j'ai le cerveau dans la guimauve, surtout quand je suis fatiguée. En fait, tout me prend maintenant beaucoup de temps. Le CED évolue. Je me blesse maintenant plus facilement, les blessures sont souvent plus sérieuses, des complications s'ajoutent, et ainsi de suite. Mon corps est aussi pourri pour réguler ma température. J'alterne beaucoup entre le chaud et le froid. La camisole et la veste sont donc mes vêtements favoris. J'ai presque toujours les extrémités et le bout du nez glacés, même en été. Par contre, dès que le mercure atteint 30 degrés, je risque la syncope. J'ai d'ailleurs passé 30 minutes sur le plancher la semaine dernière. Je fais aussi de l'arythmie et de la tachycardie. J'ai pas mal fait le tour, même si c'est sûr que j'en ai oublié. Mais c'est pas, pour moi, les douleurs, les évanouissements ou les pertes cognitives qui me font souffrir le plus. Ce sont les conséquences de tout ça. Perdre ma vie, faire le deuil de tout ce que je vivrai pas, de ma vie d'avant. Perdre mes amis. Surtout les premières années, beaucoup ont coupé tout lien avec moi. Personne n'aime la maladie, mais en plus, ils doutaient de moi. À leurs yeux, soit j'exagérais, soit j'étais paresseuse, ou encore j'étais une dépressive qui ne voulait pas l'admettre. Peu importe leur raison, le résultat a été que je me suis retrouvée avec mes 2 meilleurs amis et personne d'autre. Même des membres de ma famille se sont éloignés. Faire face aussi, les uns après les autres, à des médecins méprisants, convaincus que c'était juste dans ma tête, mais pourtant sans m'offrir aucun soutien psychologique. Apprendre à dépendre des autres et perdre mon indépendance. Maintenant que ça va un peu mieux, que j'ai un diagnostic, que les gens me comprennent un peu plus et que les médecins me prennent au sérieux, une des choses les plus difficiles, c'est de rater les événements. Manquer l'anniversaire de ma filleule, rater le spectacle qui était la chance d'une vie et qui avait coûté si cher, reporter pour la énième fois un souper avec mon meilleur ami. Je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour vous informer sur le syndrome d'Ehlers-Danlos et de m'avoir écouté. Merci beaucoup.